Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Le climat, un sujet important, souvent remis au goût du jour dans les discussions politiques. Des agences ont été créées comme l'Agence parisienne du climat qui est chargée d'accompagner la mise en œuvre du plan climat-énergie de Paris. Je reçois Marin Pugnat. Marin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission transition écologique à l'Agence parisienne du climat. Cette association a été créée en 2011 et a pour rôle d'informer, de conseiller et d'accompagner les Parisiens dans leur démarche contre le changement climatique et pour la transition énergétique et écologique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette agence ? Tout à fait. Donc, vous l'avez bien dit, on est une des 10 agences locales de l'énergie et du climat qui sont basées en Île-de-France. On en trouve aussi partout en France. L'émission, globalement, ça va être d'accompagner et aussi de participer à la mise en œuvre des politiques énergie-climat. Et puis, vous l'avez dit, on a aussi un rôle d'accompagnateur des acteurs du territoire. Nous, notre plus gros corps de travail, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. On fait partie du réseau France Rénov', dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, on agit comme un conseil gratuit et indépendant à destination de tous les particuliers qui seraient intéressés pour rénover leur logement ou leur immeuble. On a d'ailleurs développé l'outil Coach CoPro qui est présent partout dans la métropole Grand Paris, également en Essonne et dans d'autres départements et villes de France pour accompagner la rénovation énergétique du bâti. Et on a aussi développé depuis quelques années d'autres expertises, d'autres projets. On travaille notamment sur l'adaptation des villes denses au changement climatique. Et on a aussi un rôle d'information des citoyens sur ce thème-là. Alors comme vous venez de nous le dire, vous êtes majoritairement dans la rénovation des bâtiments. En quoi ça consiste ? Quels sont vos domaines d'activité et champs d'activité ? Donc concrètement, comme j'ai dit, la plupart de mes collègues sont des conseillers en rénovation énergétique. Donc si jamais vous avez un projet pour que ce soit réduire vos consommations d'énergie, mieux vivre chez vous l'été, aussi s'adapter aux évolutions législatives et que vous souhaitez rénover soit votre logement, soit votre immeuble, vous pouvez nous appeler ou prendre rendez-vous en ligne sur notre site internet. Et là, un conseiller se tâchera de vous accompagner tout au long de la démarche. Et d'ailleurs, on va aujourd'hui au-delà de la simple question de la rénovation énergétique, mais on s'intéresse à tout ce qui est la transformation environnementale du bâti. Par exemple, la ville de Paris a lancé un dispositif que l'on pilote qui s'appelle CoProASIS pour accompagner la végétalisation des toitures ou des cours d'immeubles. Alors de nos jours, on subit énormément de dérèglements sur les températures et le climat. Pour revenir un peu à la cause de tout ça, ça vient d'où en fait ? La réponse est assez simple, ça vient de l'homme. On a aujourd'hui un consensus scientifique depuis plusieurs années déjà sur la cause de ce changement climatique qui est exclusivement, c'est ce qu'a écrit le GIEC dans ses derniers rapports, qu'on ne peut expliquer que par l'influence humaine. On estime que par rapport à la période pré-industrielle, sans influence humaine, le climat n'aurait pas dû vraiment évoluer. Donc ça s'explique plus particulièrement par la hausse des émissions de gaz à effet de serre, avec en premier lieu le dioxyde de carbone, donc le fameux CO2, mais aussi d'autres gaz, en particulier le méthane, qui sont liés en fait à l'évolution de notre mode de vie, de nos modes de production. Il a beaucoup été dû au boom de la consommation de combustibles fossiles, notamment pour l'énergie, la production d'électricité, l'industrie, le transport. Et c'est aujourd'hui la seule cause de ce dérèglement climatique qui nous affecte tous aujourd'hui. Alors pour continuer un peu votre propos, selon les chiffres de la mairie de Paris, l'empreinte carbone de la ville s'élevait à 22,7 millions de tonnes d'équivalent en CO2 en 2018. Quels sont ces secteurs qui polluent tant en fait la ville ? Donc ce chiffre-là, c'est l'empreinte carbone. Donc ça veut dire qu'on prend aussi en compte la consommation des Parisiens. Donc ce ne sont pas seulement les émissions qui sont faites sur place. Mais si vous mangez un steak de bœuf qui a été élevé dans une région de France, ça va rentrer dans ces 22,7 mégatonnes. Donc le principal poste à Paris, et c'est une spécificité, c'est l'avion. Avec nos deux aéroports, les Parisiens prennent beaucoup l'avion par rapport à d'autres citoyens en France. Et donc c'est aujourd'hui le premier poste. Et si on prend l'avion plus la voiture individuelle, on a plus de 50% de cette empreinte carbone. Donc lorsqu'on parle empreinte, ça va surtout être les transports. Un des autres secteurs très importants, c'est le bâtiment, à la fois le bâtiment tertiaire et les logements. Aujourd'hui, se loger à Paris, c'est aussi une très grosse partie de l'empreinte carbone. On est avec tertiaire plus logement environ 4 mégatonnes de CO2 par an, selon cette même étude de 2018. Ensuite, on va aussi retrouver l'alimentation, qui a à peu près une part équivalente à celle du logement. Comme je l'ai dit, ça va surtout être la consommation de viande,
qui va expliquer ces très fortes émissions qui sont associées, avec notamment les émissions de méthane rejetées par le ruminant. Alors, l'agence a été créée dans le but d'accompagner le plan climat de la ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet ? Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Le plan, alors il y en a eu plusieurs. Le premier, il remonte à 2007. La ville de Paris, en fait, dès notamment le lendemain de la canicule de 2003, a pris conscience de l'importance d'agir contre le réchauffement climatique. Et donc, c'est une des premières villes en France à avoir adopté un plan climat. Il a été révisé plusieurs fois. Le plan climat actuel, il date de 2018. Il fixait plusieurs grands objectifs pour 2030, mais aussi pour 2050. Et l'idée, c'est qu'en 2050, d'arriver à une ville qui soit neutre en carbone, avec aucune émission locale, et les émissions résiduelles, comme je vous ai parlé, notamment celles liées à l'agriculture, qui puissent être compensées avec, par exemple, des projets de foresterie. Elle vise aussi à diviser par 2 les consommations d'énergie, où là, ça va surtout être le secteur du bâtiment qui va être visé, mais pas seulement. Et aussi d'avoir un mix 100% renouvelable, dont 20% d'énergie renouvelable produite localement, par exemple avec des panneaux photovoltaïques sur les immeubles. Alors, comme vous venez de le dire, la neutralité carbone à l'horizon 2050. Actuellement, on est encore très loin. Est-ce que ce sont des chiffres qui sont réellement atteignables ? Alors en tout cas pour Paris, donc cette fameuse étude de 2018 a fait un petit peu un point d'étape aussi sur les évolutions à la fois de l'empreinte carbone et des émissions locales. Et on était encore dans la trajectoire. Par contre, cette trajectoire, elle s'accélère pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. C'est pour ça que la ville est en train de concevoir son nouveau plan climat qui doit prendre le relais, qui lui couvrira la période 2024-2030. La concertation a déjà été menée et il est en phase de rédaction et de débat, donc il devra être voté au Conseil de Paris pendant l'année 2024, qui vise justement à avoir une approche pour aller plus vite, plus locale et aussi plus sociale. Et ça doit donc notamment permettre de prendre des nouvelles mesures pour poursuivre cette trajectoire qui est assez ambitieuse vers la neutralité carbone. Pour atteindre cette fameuse neutralité carbone, beaucoup de choses sont mises en place, lesquelles sont mises en place de façon les plus prépondérantes dans le secteur. Pour reprendre peut-être un petit peu les secteurs que j'avais évoqués avant, pour la question du transport, à Paris, il y a une forte politique de soutien aux mobilités douces, en particulier le vélo. Mais aussi à la marche. On peut aussi soutenir la transition vers une mobilité électrique. Nous, on avait par exemple travaillé pour accompagner la ville de Paris pour identifier les potentiels d'installation de bornes de recharge de véhicules électriques en copropriété. On agit aussi, donc, comme j'ai dit, sur le secteur du bâtiment, où là, il y a des objectifs assez ambitieux qui sont d'éco-rénover 1 million de logements d'ici à 2050 à Paris, mais aussi environ 50 millions de mètres carrés de bâtiments tertiaires et publics. Donc voilà, des forts objectifs. Et après, voilà, on n'a pas de temps d'entendre tous les états, mais il y a aussi des objectifs sur l'alimentation pour privilégier une alimentation moins carnée et plus végétale, par exemple. Le plan est de temps à autre, du coup, revu. Ces critères sont revus et remis au goût du jour. Comment on s'adapte ? Parce que les évolutions techniques, chaque année, on a des nouvelles révolutions qui viennent entrer en jeu, du coup, dans cette transition écologique. Comment on remet au goût du jour le plan et on le réactualise chaque année ? Alors pour cette révision-là, on n'a pas modifié les objectifs, qui restent ceux dont je vous ai évoqués. Mais l'idée, c'est plus de rajouter des mesures pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors en effet, ça peut prendre en compte les évolutions techniques. Par exemple, le GIEC met beaucoup en avant le boom des énergies renouvelables, notamment des panneaux photovoltaïques. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des solutions sont connues, existent déjà, et on n'a pas besoin d'attendre un éventuel saut technologique pour pouvoir les appliquer. Donc finalement, ces différentes mesures ne sont pas énormément chamboulées par les innovations technologiques, et on est aussi contraint par les évolutions sociétales. Donc voilà, on essaie en effet de mettre en œuvre des nouvelles technologies qui pourraient arriver. Par exemple, l'évolution des batteries et du secteur et des énergies renouvelables rend plus facile une transition vers une mobilité décarbonée. C'est ce qui permet d'avoir des objectifs forts à Paris, de ne plus avoir de voitures thermiques en circulation en 2030. Donc ça permet parfois d'être plus ambitieux, mais on ne peut pas uniquement se reposer sur ces nouvelles technologies. Pour finir, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux personnes qui voudraient faire des gestes pour cette transition écologique ? Oui, tout à fait. Donc quand on regarde l'empreinte carbone individuelle, donc comme je vous l'ai dit, à Paris, ça va surtout être l'avion, donc limiter ses trajets pour seulement se déplacer lorsque cela est nécessaire. Donc c'est-à-dire pour les vacances,
peut-être changer de destination, si c'est possible, prendre le train plutôt que l'avion, la voiture. Mais aussi au quotidien, on a la chance d'avoir à Paris, en région parisienne, un excellent réseau de transport en commun. Donc voilà, plutôt que de prendre la voiture pour aller se rendre au travail, se déplacer à pied, en vélo ou en métro. Pour ce qui concerne, pour revenir sur la question de la rénovation énergétique, c'est aussi un point où les citoyens ont un vrai pouvoir et qui commencent en nous appelant tout simplement pour pouvoir rénover leur logement. Parce qu'au-delà de vivre mieux chez soi, ça permet également tout simplement de limiter ses émissions de CO2. Et aussi en changeant son régime alimentaire, voilà, comme je l'ai dit, pour avoir un régime moins carné. C'est un petit peu les peut-être 3 grosses actions qu'on peut faire qui ont vraiment des impacts importants. Ce qu'on peut ajouter quand même, c'est que face à tous ces effets, le changement climatique aura des effets sur les villes, et en particulier les villes denses. Donc il y a aussi un rôle des villes pour limiter un peu ces effets sur ses habitants. Et nous, on accompagne justement les villes denses de la métropole du Grand Paris avec un projet qu'on a lancé qui s'appelle Adaptaville, qui recense des solutions d'adaptation pour que, même si l'objectif premier reste de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre pour éviter d'avoir des situations pour lesquelles on ne pourra pas s'adapter, comme les effets sont déjà là et vont s'aggraver, pour voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour protéger tout le monde, y compris les plus vulnérables. Merci Marin d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.